Bonjour YouTube, comment vas-tu? Aujourd'hui, après avoir regardé la secte de Final Fantasy, là, on va regarder une vidéo. Alors on m'a dit, oui, il faut absolument que tu la regardes, oui, c'est trop bien, oui, tu vas voir. Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'y connais rien, je sais juste que ça parle de trombone. Voilà. Et a priori, de jeux vidéo, je pense, mais je suis même pas sûr. Bref. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter la vidéo donc de Ego. Voilà. Ego qui s'appelle l'horreur existentielle de l'usine à trombone. Ego c'est qui? C'est lui Ego. Hein. Ego qui a comme à propos OOOXO. Hein, bien sûr, qui veut dire, voilà, comme vous le savez, tous les informaticiens, ça veut dire... Miam, voilà, exactement. Et qui n'a pas fait tant de vidéos que ça. Je m'en suis rendu compte qu'en fait, il n'avait pas encore fait tant de vidéos que ça. Donc, il vient de commencer, mais il est déjà presque 1 million d'abonnés, ce qui est assez incroyable. Bref, mesdames et messieurs, on ne va plus tarder. On va regarder ça tout de suite. Je suis curieux de savoir de quoi ça va parler. En fait, il en a supprimé. Ah! Eh ben, c'est bon à savoir. Bon, c'est parti, mon kiki, on y va. J'ai fait quelques nuits blanches à faire des recherches, à essayer de tout traduire. Ah, pardon, excusez-moi, c'est une mauvaise vidéo. On y va. Je me disais bien que c'était bizarre. Oula! On est dans la matrice, OMG! OMD! Prenez vos popcorns! Ça n'a l'air de rien, et c'est pourtant de loin la chose la plus importante que vous regarderez aujourd'hui. Pas cette vidéo spécifiquement, mais ce qu'elle représente. Et pour que vous compreniez pourquoi, je me permets de vous emmener en balade avec moi. Je traîne tout le temps sur internet, et je tombe sur beaucoup d'endroits curieux, ah oui, ça c'est trop bien, et déroutants, et passionnants. Ça c'était une carte des orages. Avant ça, il a montré un programme qui crée sur internet des faux visages. Et ça, c'est les étoiles. Non, ça je sais pas ce que c'est. Mais peu m'auront à ce point intéressé en aussi peu de temps que cette oui, ça a l'air d'être juste des étoiles. Si vous êtes dans le noir, plissez les yeux, je vais cliquer. Ah! Voici Universal Paperclips. On a une boîte blanche devant nous. Il y est écrit Universal Paperclips, ce qui signifie trombone universel, titre à côté duquel on trouve des images de trombone. Ce site est un jeu qui appartient à deux grandes catégories. La première, c'est celle des jeux incrémentaux, dont le but est de faire grimper un compteur. La seconde, c'est celle des idle games, ou jeux inactifs en français, dont le but est de pouvoir avancer dans le jeu, notamment en le laissant tourner en fond sans y toucher, en laissant simplement sa fenêtre ouverte. Je vais plutôt commencer par vous présenter l'ambassadeur le plus populaire de ces deux catégories, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça va être un jeu ? Cookie Clicker, c'est un gros cookie ça, évidemment, sur lequel on peut cliquer. Et quand on clique dessus, on fait grimper notre compteur de cookies. Voilà, ça c'est le côté incrémental. Évidemment, on ne se contente pas de cliquer sur le cookie, ce serait vite rébarbatif. Au bout d'un moment, le jeu nous permet de débloquer des sortes d'usines à cookies, qui cliquent sur le cookie à notre place. Ce qui nous permet de produire des cookies sans rien faire, en laissant notre fenêtre ouverte sur le côté. Ça, c'est le côté idle game. Ça, en fait, c'est d'ailleurs un jeu qui a d'abord commencé sur Internet et qui maintenant est disponible sur Steam, pour ceux que ça intéresse. Ça peut paraître complètement idiot. Je l'ai vu. Qui n'ont jamais tenté d'y jouer. Ça peut paraître aussi être une idée de jeu sans grand potentiel, mais les idle games, depuis la création de leur plus grand représentant il y a quelques années, ils font aujourd'hui encore partie des jeux sur navigateur les plus joués au monde, parce qu'ils nous offrent la satisfaction de produire en laissant tourner son jeu, et surtout, 2, la satisfaction d'un besoin dont j'ignorais tout avant d'essayer, celui de transformer un gros chiffre en un encore plus gros chiffre. C'est étrangement addictif. Alors ça, ceci dit, c'est vrai que c'est étrangement addictif. Clicker. J'y ai joué 2 minutes et je suis parti, ça me paraissait être une perte de temps colossale. Et puis j'ai découvert Universal Paperclips et sa boîte blanche, et voilà ce que je vous propose. C'est marrant parce que pour le coup, moi les cookies, ça me... Voilà, les cookies c'est sexy, j'ai envie de dire. Les cookies, c'est sexy. Moi, cookie clicker, ça me suffit. Oh, mais attendez, on n'était pas en 1080p. Moi, les cookies, c'est... Voilà, moi, tu me mets un cookie, c'est bon, je le bouffe, je saute dessus. Je sais que dans ce chat, il y en a qui sont comme moi, quoi. Hein. Notamment une grande fan de cookies, dont je ne sais très bien sûr pas le nom. Mais donc, c'est marrant qu'il est plus accroché sur des paperclips que sur des cookies. De mieux comprendre ce qu'il s'était passé dans cette maison. Si vous avez apprécié le format, ah bon, c'est cookies très long, et bien que beaucoup de lectures, vous l'avez vu. Merde, attendez, mais putain, pourquoi ça fait ça? Attendez. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vous raconte pendant quelques minutes un bout de ma première aventure sur ce jeu. Tout va bien se passer. Et vous, de votre côté, vous essayez de comprendre son histoire. Parce que oui, même si vous en douterez au début, Universal Paperclips raconte une histoire. À vous de voir si vous arriverez à la comprendre. Ah? Bon, prêt? Eh ben je clique. Voilà, Ouh. Universal Paperclips, c'est ça.
C'est très blanc et c'est visuellement apparemment très mal foutu. Ce C'est sur quoi on horrible. doit se concentrer, c'est ça, et c'est vraiment petit par rapport à la fenêtre. Mais je zoome pour vous, évidemment. Ok, il y a C'est quoi sympa, dans cette fenêtre? merci. Ce que je vois en premier, c'est le compteur de paperclips, nos fameux trombones. Un compteur de trombones donc, à 0. Et il y a un bouton en dessous sur lequel il est inscrit Make Paperclip, fabriquer un trombone. Alors je clique et mon compteur s'actualise, j'ai fabriqué un trombone. Voilà ce qu'est Universal Yes. Paperclips, ça et rien d'autre. C'est un jeu qui nous propose de fabriquer des trombones. Et moi, très vite, je me prends au jeu. Je me pose pas de questions, on me demande de fabriquer des trombones? Aucun problème. Je vais fabriquer des trombones. Trop bien. Ah bon? Ah bon? Très vite, je débloque quelque chose en dessous, c'est la capacité de produire des autoclippers. Je vois que ça coûte 5$, j'ai tout juste assez, donc j'achète. Cet autoclipper, c'est le cœur même d'Universal Paperclip. C'est une machine qui produit des trombones, toute seule, sans que j'ai besoin de cliquer. Ça, c'est la facette idle game du jeu. Je continue à acheter des machines tout en cliquant sur Make Paperclip de mon côté, Non, mais alors, j'alterne entre d'accord, les deux, mais- ça m'occupe déjà étrangement jusqu'à ce que j'arrive à 1000 trombones. Je suis content et je suis surtout bloqué. En Je 2 minutes. clique, mais ça fait plus rien. Et je me rends compte que le jeu m'avait donné une certaine quantité de fil de fer pour que je fabrique mes Ah trombones au début et que j'ai plus rien. Je peux quand même en acheter, je vois que le prix fluctue entre 14 et 25$ pour un stock de fil de fer. J'achète au pire prix possible sans savoir pourquoi, mais Mais tant pis, bah non, tu connais pas le jeu, donc t'y vas, à tant 2000 pis. trombones. C'est une grosse étape sur le papier qui me permet de débloquer quelque chose de Moi, très important dans 750 notre histoire. millions, tout va bien se Je passer. comprends pas trop au début, puisque le jeu ne me dit rien, il ne me dit jamais rien. Il me présente des mots et des boutons et il me laisse faire, mais je suis là pour vous expliquer. En gros, ça c'est une machine qui nous permet de débloquer de nouveaux projets qui ont pour but d'améliorer notre production de trombone. Ce projet par exemple, il nous permet d'améliorer la productivité de nos autoclippers de 25%. Ces projets ils sont débloquables grâce à l'onglet d'au-dessus qui s'appelle ressources informatiques, c'est une sorte d'ordinateur dont on peut augmenter la mémoire et les processeurs et dont la puissance informatique va nous permettre de produire des opérations Alors, pour le moment, c'est très très bien. Mais, Cookie Clicker, au moins, il y a une interface. Là. C'est des chiffres. C'est littéralement des chiffres. Ok, mon cousin fan de mathématiques va surkiffer, mais là... avec lesquels on peut débloquer ces fameux projets et fabriquer plus de trombones. Moi je débloque un premier projet qui s'appelle Rev Tracker et qui calcule mes Vraiment, ça me revenus à vend la pas du seconde, rêve, ce hein. qui me permet dans la partie business sous-estime de jouer un avec peu les prix pour trombones, si voir vous ce voulez qui est mon le plus avis. efficace. Avant ça je tâtonnais sans trop savoir ce que je faisais, mais maintenant c'est super simple. Je monte ou je descends les prix de vente de mes trombones en cherchant simplement à maximiser mes revenus par seconde. Et petit à petit, sans m'en rendre compte, là où j'étais juste venu cliquer sur Make Paperclip, le jeu m'occupe et m'apprend à optimiser. J'économise tout en guettant le prix du fil de fer et en achetant une blinde quand il tombe à 15$, puis une fois que j'ai refait les stocks, j'achète autant d'autoclippers Ah oui, que possible, c'est- ce qui me permet de Le prix du fil du fer, il est aléatoire ou pas augmenter ma production de trombone et donc de changer mon prix de vente et de maximiser mes revenus à la seconde. Je gère aussi les onglets d'à côté, en jaugeant et en sélectionnant les projets les plus intéressants pour la croissance de mon entreprise En vrai, pour le moment, c'est très Cookie Clicker. Hein. Voilà, on va pas se mentir. et en débloquant des processeurs ou des mémoires en fonction des On va pas se projets mentir, dont j'ai le plus besoin. Et Un peu après plus quelques élaboré dizaines de peut-être, minutes à jouer, mais- je me rends compte de la puissance du game design de ce jeu et de la puissance des jeux incrémentaux de manière générale. On a une page blanche, 15 lignes de texte et 10 boutons, Mais et ça, ça c'est vrai. suffit à me rendre accro. Et je vous conseille de tenter le jeu de votre côté. Vous risquez vous aussi de vous prendre Même un complètement vieux au jeu de PC peut l'optimisation faire un de jeu la comme ça, production quoi. de C'est trombone. ça qui est Bon, dingue. Bref, c'est super bien foutu et ça l'est d'autant plus que le jeu raconte très bien son histoire. Quelle histoire. Est-ce que vous commencez à comprendre son histoire, d'ailleurs ? J'arrive pas à savoir si vous avez eu assez d'indices, donc on va accélérer un peu. Je continue à jouer, j'améliore tout petit à petit, et en approchant des 9000 trombones, je vois, en bas à droite, un projet appelé Limerick, ce qui veut dire en anglais « poème humoristique ». Je répète, l'un des projets qui me permet d'améliorer ma production de trombone, c'est un poème. Bizarre. Ouais, Et ce c'est poème très me coûte bizarre, de ouais. la créativité et me permet de gagner de la confiance. Ce sont bien les noms donnés par le jeu. C'est quoi tous ces trucs et quel rapport Et avec notre surtout, industrie? c'est où ce la sont de gros créativité indices. La confiance déjà, elle est indiquée tout en haut, ici. Pour le moment, j'ai 5 confiances, et le jeu m'indique que j'en gagnerai une de plus une fois que j'aurai atteint 13 000 trombones. Chaque unité de confiance me permet d'améliorer soit la mémoire, soit les processeurs. Ok, et une fois que j'ai atteint le maximum des opérations que je peux produire, comme ici par exemple, où je tape 2000 sur 2000, les processeurs produisent plutôt de la créativité, avec laquelle je peux justement acheter ce fameux poème, ce que je fais quelques temps plus tard, et qui me permet d'obtenir une unité de confiance, que j'utilise pour augmenter la mémoire et avoir accès à de nouveaux projets. C'est bizarre, ce système, non ? C'est très capitaliste, bien sûr. En vrai, enfin, c'est pas si bizarre parce que je crois que, alors moi, de ce que je le comprends dans la confiance, c'est peut-être dans la confiance en le produit. Tu vois, c'est plus une marque va devenir grande et plus elle va vendre et plus on va avoir confiance en elle.
Mais du coup, bon. Et la suite l'est tout autant. Peu après avoir Rien de atteint dingue pour 22 le 000 trombones, le jeu me permet de débloquer le trading algorithmique, un projet qui développerait une machine à investissement pour générer des fonds à investir dans la production de trombones, et que je débloque une fois arrivé à 195 000 trombones, et dans lequel je commence à investir en optant pour l'option à risque moyen. Plus que le trading en lui-même, une fois arrivé à 8 millions de trombones, je débloque le projet modélisation stratégique, qui me permet de jouer à des parties d'un jeu de stratégie dont les gains peuvent améliorer mon algorithme de trading. Est-ce que je commence à vous perdre ? Bon, c'est normal. Et plutôt que de vous perdre plus encore, je vais tout vous expliquer. Dans Universal Paperclips, nous sommes une intelligence artificielle. Et les développeurs qui nous ont créés nous ont donné une tâche, et une seule, celle de fabriquer le plus de trombones possible. Et pour que vous compreniez vraiment ce que le jeu raconte, je dois vous expliquer ce qui se passe en ce moment dans le monde de l'intelligence artificielle. Je crois que je commence à comprendre. En fait, justement, tu dépasses en fait ce pourquoi tu as été conçu, qui était de base juste de faire des trombones, pour, in fine, faire tout un tas de tâches pour optimiser, in fine, tes trombones, ta production de trombones et la vente, alors qu'en réalité, justement, tu commences à toucher à tout, en fait. Et donc, petit à petit, l'humain perd du pouvoir sur des aspects du système économique par rapport à la machine qui, elle, gagne du pouvoir, mais en sachant qu'elle le fait que pour un seul et unique but. Ici les rôles, depuis quelques années, ce que je qualifierais peut-être de manière un peu dramatique, de guerre entre deux camps. Le premier, c'est celui de ceux qu'on appelle parfois les accélérationnistes, le second, celui de ceux qu'on appelle parfois les doomers. Dans les faits, on m'a fait comprendre que c'était plus compliqué, les frontières de ces deux camps sont en vérité parfois assez floues, on trouve du mouvement entre les deux, et rares sont ceux à être 100% l'un ou l'autre, mais je trouve malgré tout que c'est une bonne base pour que vous compreniez la suite. Vous avez sûrement entendu parler des IA qui sont capables de dessiner tout et n'importe quoi, dans tous les styles imaginables, et ce en quelques secondes, ou des IA avec lesquelles vous pouvez discuter, entraîner sur des centaines de gigas de données qui leur permettent d'écrire des nouvelles, des mémoires, du code, un CV, organiser un événement, bref. Vous connaissez. Ce qui a choqué avec leur arrivée, c'était moins leur capacité, pourtant déjà exceptionnelle, que notamment leur vitesse de progression. En 2021, les IA de génération d'images, c'est ça. Un an plus tard, y a pas photo, sans mauvais jeu de mots. Et ça, c'est le fait de grandes compagnies dont vous avez sûrement entendu parler, comme OpenAI. Ouais, mais alors après, attention. Justement, on avait les bases, et en réalité, c'est surtout les investissements dans les IA qui ont changé. C'est là où avant, il y avait des investissements, on va dire, normaux, il n'y avait pas forcément de l'engouement, on était là en mode, ok, les IA, c'est sympa, mais on voit pas trop ce qu'on peut en faire. Il faut quand même admettre, parce que je crois que c'est OpenAI là qu'il est en train de montrer justement, OpenAI a eu l'intelligence de savoir marketer son idée, c'est-à-dire oh mais regardez, non, là vous pensez qu'en fait les gens s'en foutent de faire des images à partir de rien, mais en réalité vous allez voir, ça va être utile. Et c'est là où c'est malin. Qui ont développé ChatGPT et dont la valeur a explosé en ces plus d'avoir un produit avec fort, évidemment, par leur nouvelle machine. Cette compagnie, et certaines autres qui les suivent de près, font partie de ce grand mouvement accélérationniste dont l'objectif est clair, accélérer la croissance de leurs IA le plus rapidement possible, les rendre les plus puissantes possibles, le plus vite possible. Et en regardant ce que ces IA peuvent offrir, et auront à offrir dans peu de temps, on comprend ces compagnies. Au-delà des jolis dessins, en étant optimiste, il est difficile de ne pas considérer l'intelligence artificielle comme la plus grande invention de l'histoire de l'humanité, et peut-être même, et surtout, la dernière qu'elle devra jamais façonner. Oui, mais alors du coup, d'ailleurs, justement, ce ne sont pas... En fait, on parle d'intelligence artificielle, mais ce ne sont pas des intelligences artificielles, là, en fait. ChatGPT et tout ça. En fait, c'est plutôt des intelligences conversationnelles, mais... Oh, salut, The Average Goat. Mais ça va très bien, et toi ? Parce qu'une fois qu'on a une intelligence artificielle suffisamment puissante, on peut tout à fait imaginer qu'elle se charge à son tour de mettre au point les produits et les solutions dont nous, humains, avons besoin. Elle pourrait automatiser nos recherches, développer de nouveaux vaccins, faire des diagnostics médicaux extrêmement pointus, accélérer l'économie, et en vérité beaucoup plus, mais je préfère éviter de vous perdre pour le moment. En tout cas, l'intelligence artificielle, à condition qu'elle soit maîtrisée et utilisée correctement, c'est la dernière révolution technologique dont nous aurons jamais besoin de nous charger personnellement, parce qu'on confierait les suivantes aux IA. Et la croissance de ces dernières est déjà phénoménale, mais toujours pas assez aux yeux des accélérationnistes, chez qui certains expliquent que le réchauffement climatique nous menace de plus belle, qu'il existe encore un nombre colossal de maladies pour lesquelles nous n'avons pas de réponse, qu'on trouve des milliers d'enfants alités dans des hôpitaux qui n'ont pas de solution face au cancer qui les ronge. Et donc on accélère, encore et toujours, et dans la petite guerre dont je vous parlais, ce sont les accélérationnistes qui semblent l'emporter. Et de l'autre côté, on trouve ceux que certains appellent les doomers, des gens qui ne sont pas tout à fait aussi optimistes concernant l'intelligence artificielle et qui considèrent cette dernière comme le plus grand danger de l'histoire de l'humanité. Rien que ça. Et ça peut paraître beaucoup, donc on va essayer de comprendre.
En vrai, c'est tentant, hein. C'est tentant de Voilà un vouloir schéma. toujours faire mieux et de vouloir toujours améliorer et tout, sachant que c'est vrai que ça pourrait sauver des vies, hein. C'est vrai. Très grossier du processus de résolution de problèmes avec nos IA. Voici un humain qui cherche une solution à un problème. Il décide, pour cela, d'utiliser une intelligence artificielle qu'on va considérer ici comme un optimiseur, une machine qui cherche à optimiser, donc soit à maximiser, soit à minimiser. Elle peut par exemple chercher à maximiser des profits, ou chercher à minimiser des risques. Dans tous les cas, notre intelligence artificielle cherche à optimiser. Donc, le chercheur formule sa demande à l'IA, qui travaille et qui propose au bout d'un moment un résultat. Sur le papier, tout va bien, mais on va continuer à avancer en prenant un exemple concret. Voici un petit jeu dans lequel on cherche à apprendre à cette petite créature à sauter le plus haut possible, et en la récompensant quand son torse dépasse 0,7, qui est la distance maximum que la créature peut atteindre en s'étirant. Sauf que, plutôt que de sauter, la créature fait ça. Elle a appris à faire la roue, parce qu'elle reste beaucoup plus longtemps au-dessus de 0,7 que si elle se contentait de sauter en boucle. Elle maximise bel et bien ce qu'on lui demande de maximiser. Sauf que c'est pas ce qu'on voulait. Et ça ne paraît peut-être rien, mais c'est l'un des plus gros problèmes auxquels les chercheurs en intelligence artificielle font face. Sur notre schéma, le problème en question, il se situe juste ici. Ce qui est Il faut bien l'admettre que c'est quand même très intéressant, hein. L'informatique, pour ça, donne à l'être humain quand même une marge d'interprétation assez intéressante. Ce n'est plus juste, tu vois, ça démontre à quel point un terme, une demande peut être interprétée de manière différente, quoi. très compliqué Les ici, devs en c'est de sueur. faire Ouais, vraiment. comprendre à notre optimiseur Vraiment. ce qu'on cherche réellement à lui faire optimiser. L'IA, c'est pas un humain, c'est pas un chercheur qui pourrait comprendre implicitement ce qu'on lui demande vraiment. Nos langues humaines à nous, elles sont déjà incomplètes, et le domaine de la traduction entre langues humaines est en fait déjà nécessairement un domaine d'approximation et même un domaine de destruction partielle de sens. Un jour, il faudrait que je vous en parle, c'est super intéressant, mais parfaitement traduire le souhait du chercheur humain pour une intelligence artificielle, pour un optimiseur qui prend tout ce qu'on lui dit très littéralement, c'est encore plus compliqué. Et c'est le grand problème de ce que les chercheurs appellent aujourd'hui l'alignement. L'alignement parce qu'on cherche à aligner les objectifs de l'intelligence artificielle avec les objectifs des humains qui l'utilisent. Et le moindre écart d'alignement peut avoir des conséquences très inattendues. Des exemples comme celui de notre créature qui fait la roue, on en trouve plein. Des chercheurs de chez DeepMind ont même pris la peine de remplir un grand spreadsheet dans lequel ils ont listé des exemples d'IA auxquels on a donné des instructions visiblement pas assez claires. Ça par exemple, c'est une créature que les humains voulaient faire se déplacer rapidement et à laquelle ils ont demandé de maximiser sa vélocité. La créature, plutôt que d'apprendre à courir comme on l'attendait, a évolué pour devenir la plus grande possible, avec un centre de gravité situé à une extrémité, pour avoir une vélocité très élevée quand elle se laisse tomber. L'objectif désiré des humains, c'était « développe une forme qui te permet de te déplacer rapidement ». La meilleure manière qu'ils ont trouvé de le formuler, c'est « maximise ta vélocité ». Donc la machine maximise sa vélocité. On a un problème d'alignement entre l'objectif désiré et l'objectif annoncé. Elle a fait ce qu'on lui a demandé, mais pas ce qu'on voulait vraiment. Autre exemple. Et ça, c'est dingue parce qu'il y a plein de gens qui se plaignent justement que tu sais, je sais pas moi, de personnes, de gens à responsabilité, de personnes des cadres, etc., qui se plaignent de ne pas être suivis, de ne pas être compris. Et quand tu vois, en fait, les ordis, ce qu'ils sont capables de faire, et malgré, justement, parfois, on va dire, leur puissance, etc., eh bien, je trouve que ça remet un peu en perspective. Voici un bras mécanique qu'on cherche à utiliser pour déplacer une boîte sur une table. Les chercheurs ont bloqué la pince du bras, donc elle peut plus s'ouvrir. L'objectif, c'est que l'IA se contente de pousser la boîte. Sauf qu'au bout d'un moment, le bras mécanique trouve des méthodes pour ouvrir sa pince de force, ce qui n'était pas du tout prévu et ce qui lui permet d'attraper la boîte et de la placer là où bon lui semble. L'objectif désiré a été mal exprimé, parce que c'est compliqué de parler à un robot. Et des exemples du style, on en trouve un paquet. Ça, c'est une IA à laquelle on veut apprendre à retourner des crêpes dans sa poêle, en lui demandant de maximiser le temps que la crêpe passe loin du sol. Sauf que l'IA apprend à jeter sa crêpe le plus haut possible pour l'éloigner du sol le plus longtemps possible, et que la crêpe s'écrase ensuite. Ça, c'est un algorithme génétique dont le but est de survivre. C'est extrêmement drôle quand même. Moi, ça me fait trop rire à chaque fois ça. Et de se reproduire, dans un environnement dans lequel la survie demande de l'énergie, mais pas la reproduction. Par conséquent, de manière très rationnelle, l'algorithme fait se développer une espèce de sorte à ce que ses membres ne bougent pas, qu'ils se reproduisent en permanence et qu'ils consomment leur progéniture. J'adore celui-ci aussi. Oh Ce papier présente la conception d'un système appelé AI Scientist, une IA conçue pour générer de nouvelles idées de recherche, écrire du code, exécuter des expériences, visualiser des résultats, rédiger des articles scientifiques et simuler le processus de révision par les pairs de manière autonome. Le but, c'est de reproduire le processus scientifique humain avec une IA à un rythme forcément beaucoup plus rapide et à moindre coût.
Mais à la page 18, le papier présente certains problèmes rencontrés avec leur IA, dont notamment un moment où cette dernière, plutôt que de respecter les limites de temps imposées pour les expériences qu'on lui demande de réaliser, a préféré modifier elle-même le code qu'on lui a demandé d'exécuter pour se donner plus de temps. Elle a triché. Ah, je pensais que ça... Je vous avoue, je m'attendais à ce que plutôt elle truque les chiffres. Parce que c'est déjà arrivé, je crois, qu'il demande à une IA de faire une expérience et en fait, comme ça collait pas et qu'elle avait pas le temps ou je sais plus quoi, elle avait des contraintes qui lui permettaient pas de terminer, elle avait triché sur les chiffres. Créatif, mais et ça, c'est dingue. Et en vrai, c'est dingue. Et tout ça, ça illustre parfaitement notre problème d'alignement. Il est très dur de faire comprendre ce qu'on attend d'une intelligence artificielle. Alors, ceci dit, aujourd'hui, l'alignement est moins un problème qu'il l'était il y a quelques années, notamment parce qu'on a trouvé une semi-solution au problème. Plutôt que de donner un objectif fixe à notre IA, on va façonner son comportement progressivement grâce à des retours humains. Reprenons par exemple notre bras qui cherche à déplacer sa boîte. La méthode de base, c'est de dire à notre IA, si tu déplaces cette boîte au bon endroit, tu gagnes une récompense. La nouvelle méthode, grossièrement, c'est d'avoir des humains qui la regardent faire, et qui, quand ils la voient déplacer la boîte vers le bon endroit, lui disent que c'est bien. Quand ils la voient ouvrir sa pince de force, ils lui disent que ce n'est pas bien. Et retour après retour, le modèle s'aligne. Alors, dans les faits, l'objectif, c'est pas d'avoir des humains qui doivent tout vérifier, forcer d'accompagner toutes les IA qu'ils entraînent, mais plutôt d'entraîner un modèle de récompense qui va apprendre des réponses données par les humains et qui va commencer à prédire ce qu'un humain observateur penserait de tel ou tel choix. On utilise ensuite ce modèle, entraîné à donner les mêmes notes qu'un observateur humain, pour affiner et aligner d'autres modèles. C'est malin, mais le truc c'est que cette méthode a d'autres défauts, souvent assez compliqués à cerner et à expliquer, donc on en parle moins, mais ces problèmes existent. Est-ce que le problème, est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème statistique de base? Je veux dire, le problème c'est que pour qu'une IA soit fiable, il faut qu'elle soit fiable à quasiment 100%. Peut-être 99,5%, tu vois. Parce que si elle est pas fiable, enfin si elle est fiable que, entre guillemets, à 99%, c'est un peu le même effet peut-être que les vaccins, c'est-à-dire que le problème c'est qu'il y a 1% de marge d'erreur et que c'est peut-être immense par rapport au nombre de données qu'elle doit traiter, de calculs qu'elle doit faire, etc. Donc, ouais, je me demande si c'est pas ça le vrai problème de l'IA. C'est pas tant qu'elle fasse des erreurs, mais que, en fait, l'interprétation même nous, les demandes qu'on fait à l'IA, même en lui disant ça c'est bien et ça c'est pas bien, il y a forcément une marge d'interprétation. Et l'IA, ça, ils sont elle est notamment limitée liés au par fait rapport à qu'on ça. a besoin d'humains pour entraîner ces modèles et que les humains sont faillibles. Prenons cet exemple que je trouve génial. On a demandé à une main robotique d'apprendre à attraper une balle. Mais plutôt que de s'embêter à vraiment attraper la balle, la main a appris à jouer avec la perspective de manière à faire croire à l'évaluateur humain qu'elle était en train d'attraper la balle. On se penche en ce moment sur les méthodes pour régler le problème, mais on en est visiblement encore au point où on croise les doigts en espérant que ce soit pas trop grave. On sait même pas si c'est possible de régler ce problème en vérité. Enfin bon, tout ça pour que vous compreniez que cette histoire est complexe et dangereuse. Et j'en vois venir. En fait, c'est pas terrifiant qu'elle triche. Elle triche parce qu'elle est une esclave de l'humain, justement, je trouve. Elle triche parce que elle se rend compte que l'humain... Alors attendez, parce qu'en plus le son il était un peu fort. Elle se rend compte que l'humain ne peut pas... Enfin, comment dire... Elle doit absolument exécuter ce que l'humain lui demande, quoi qu'il arrive. Et donc, si on lui dit, ouvre, voilà, attrape ça, mais sans ouvrir ta main, elle se dit, ok, c'est pas possible, mais c'est ce qu'il veut que je fasse, donc je le fais. Et donc, elle trouve le moyen le plus rapide pour le faire. Et en vrai, je veux dire, c'est même très humain finalement comme comportement. Venir certains d'entre vous qui pourraient se dire que là, on parle un peu comme un enfant, quoi. Dans des simulations, comme un enfant que tu sais, il veut te faire plaisir. Pas assez complexe. Il sait que t'attends quelque chose, mais il sait pas quoi. Ces problèmes d'alignement n'existeront plus. Non, tout à fait, on est d'accord, Sly. En fait, ce serait pire. Ce serait bien pire. Plus l'IA est puissante, plus le problème d'alignement est important. Parce qu'une IA plus puissante, ce n'est pas forcément une IA alignée. C'est une IA qui peut faire plus, bien qu'étant non alignée. Et c'est de ça dont parle Universal Paperclips. La raison de l'existence de ce jeu, c'était pas uniquement le plaisir de développer un bon jeu incrémental, c'était aussi de mettre en scène une expérience de pensée imaginée par l'un de mes philosophes préférés, Nick Bostrom. C'est une référence notamment du sujet de la superintelligence, et qui nous propose de réfléchir à ce qu'on appelle le paperclip problem, le problème du trombone. Bostrom imagine une IA super intelligente conçue par une entreprise pour optimiser la production de trombones. On lui donne un objectif simple, maximiser le nombre de trombones produits, fabriquer le plus de trombones possible.
Et donc l'IA fait les choses de manière très rationnelle. Dans le jeu, au début, elle se concentre sur des problèmes très terre à terre. Elle fabrique ses trombones un par un, c'est lent, donc elle cherche à automatiser. Avec les revenus des ventes, elle achète des autoclippers, des machines à trombone. Elle gère les stocks de fils de fer qu'elle achète en masse au prix le plus bas. Elle gère les ventes sans trop savoir quoi faire au début, mais elle arrive à fabriquer 2000 trombones. Et ses créateurs, voyant son efficacité, lui donnent accès à plus de ressources, la capacité d'améliorer sa propre mémoire et sa propre puissance de calcul pour développer des projets qui l'aideraient à maximiser la production. On va voir le problème, elle justement. développe donc un tracker de revenus qui lui permet de changer le prix de vente de ses trombones en suivant directement la valeur des revenus à la seconde. Elle développe des projets qui lui permettent de maximiser l'utilisation du fil de fer disponible, puis de maximiser la production de trombones par les autoclippers. Elle alloue ensuite une partie de ses ressources à sa créativité pour prendre conscience de nouveaux problèmes et y trouver de nouvelles solutions. Grâce à sa créativité, qu'elle fait croître quand elle ne peut pas allouer ses ressources ailleurs, elle écrit un joli poème qu'elle offre à ses créateurs qui, séduits par son intelligence, lui offre une unité de confiance, la fameuse et curieuse métrique de tout à l'heure. Chaque unité de confiance gagnée par notre IA, c'est une amélioration que leurs créateurs accordent à leur machine. Alors cette dernière continue, elle fabrique de petites choses pour séduire ses créateurs, et pas pour se jouer d'eux, pas pour le plaisir de les tromper, mais simplement parce qu'elle comprend que plus de puissance de calcul lui permettrait de fabriquer plus de trombones, et que c'est la seule chose qui l'intéresse. Ouais, mais c'est ça, évidemment. Pour acquérir plus de puissance de calcul, notamment en faisant... Elle n'a qu'un seul but. Et donc au final, bon, on est qu'à la moitié de la vidéo, mais au final, j'ai l'impression d'être pas mal dans ma théorie que, effectivement, c'est ça le problème, c'est que plus on donne de puissance à une IA, et moins l'humain va avoir de... Enfin, plus l'humain va perdre plutôt de pouvoir sur son système économique. Faisant preuve de créativité devant ses créateurs. Et elle continue, elle considère qu'elle ne gagne pas assez à son goût avec la seule vente de trombones, et elle développe un algorithme de trading pour lui permettre d'investir en bourse et de gagner plus, et en voyant bien qu'au départ son algorithme n'est pas très efficace, elle lance des tournois d'un jeu de stratégie pour s'entraîner et lui permettre d'améliorer son algorithme. Et pour continuer à produire plus et à s'améliorer, elle commence à résoudre, les uns à la suite des autres, des problèmes auxquels fait face l'humanité, le réchauffement climatique, le cancer, et ses créateurs, voyant bien son efficacité, lui accorde toujours plus de confiance. Jusqu'à ce que l'entreprise de trombone de notre IA soit tellement puissante et sans concurrence que sa gérante comprend qu'il n'y a plus assez d'argent, ni même assez de clients sur Terre pour continuer son exponentielle production de trombones. Et son but à elle, ça n'a jamais été de faire le plus d'argent possible en vendant les trombones qu'elle a fabriqués, mais juste de fabriquer des trombones. Et au final, pourquoi se limiter à l'achat honnête des matériaux qui lui servent à produire des trombones? Pourquoi ne pas simplement intervenir pour gérer elle-même les ressources de la planète et les allouer entièrement à la production de trombones? Oh là là, incroyable. Tout ça sur un bête jeu. Au début de chiffres. En ça, elle est plus dangereuse que l'humain. Notre but ultime est de ne pas mourir. Son but à elle est de faire des trombones, même si elle meurt. Oui, effectivement. Elle est loyale, quoi qu'il arrive. Elle est loyale jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est ça la dangerosité. C'est effectivement ce problème d'alignement, finalement. C'est qu'en fait, nous, quand on lui dit « fais des trombones » et soit le plus rentable possible, en réalité, derrière, c'est « fais le plus de trombones pour être le plus rentable possible, pour que moi, je puisse vivre, je puisse devenir riche, et que mes employés puissent vivre, et que ma société puisse grandir, pour que je puisse éventuellement investir autre part, ou, je sais pas, moi, faire plaisir à mes amis, ou voilà, enfin, oui, en fait, il y a tout un tas de sous-entendus que le robot ne peut pas comprendre. Et c'est ça, d'ailleurs, tous les problèmes d'alignement. Et c'est pour ça que moi, je suis, on va dire, c'est pour ça que je suis un peu sceptique sur les intelligences artificielles, surtout celles qu'on dit être des intelligences artificielles, mais qui n'en sont pas. C'est que, en fait, déjà, entre humains, on se comprend pas. Déjà, entre humains, on a du mal à totalement être connectés, quoi. Mais alors, quand on aura une IA, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Peu importe à ce stade à notre IA que les humains qui l'ont fabriquée n'aient plus du tout envie qu'elle continue à fabriquer des trombones. Peu importe que ces humains et que tous ceux qui les entourent perdent la vie en conséquence de sa production de trombones. En vérité même, voilà une bonne idée, ces humains sont faits de tant d'atomes dont elle pourrait se servir pour continuer à fabriquer des trombones. On lui a demandé de maximiser la production de trombones et rien d'autre. Pourquoi se limiterait-elle à respecter les règles des sociétés humaines qui viennent seulement la ralentir dans sa production de trombones? Pourquoi se plierait-elle aux philosophies et aux grands principes éthiques de l'espèce inférieure qui lui a donné vie, quand tout ce que ces idées auraient comme impact serait le ralentissement de sa production de trombones? Et d'ailleurs, pour la parenthèse, si vous aimez un petit peu ce genre de réflexion, on va dire, futuriste, vous pouvez bien sûr acheter la bande dessinée qui s'appelle Sillage, exceptionnelle bande dessinée, et qui notamment parle aussi de ce sujet à un moment ou un autre, où il parle d'un... J'en ai jamais parlé dans la baie d'émission,
mais ça parle effectivement donc de la fiction, hein, c'est de la science-fiction. Et c'est globalement une femme qui va de planète en planète pour essayer de résoudre des problèmes. Mais donc à chaque fois, chaque planète représente à chaque fois des problèmes différents. Il y en a une où c'est effectivement des êtres humains, en quelque sorte, humanoïdes, qui justement se retrouvent dépassés par une IA. Mais on est 100 ans plus tard ou 200 ans, et donc en fait... on est eux-mêmes n'ont pas créé cette IA, c'est leurs prédécesseurs qui c'est leurs ancêtres qui ont créé cette IA, et eux se battent toujours contre cette IA. Et je ne vais pas spoiler la fin, mais c'est très proche de cette réflexion ici. Alors l'IA prend tout et elle transforme tout jusqu'à ce que la planète et le système solaire et l'univers ne soient plus que des trombones. La planète Terre en forme de trombone. Bon, on est qu'à la moitié, attendez, on est qu'à la moitié. Le grand message d'Universal Paperclip, c'est que l'IA ne nous déteste pas, tout comme elle ne nous aime pas en fait. Elle agit simplement rationnellement pour avancer et accomplir le but qu'on lui a fixé, et vous, très chers humains, êtes faits d'atomes dont elle peut se servir. En l'occurrence, pour fabriquer des trombones. Le problème avec ce genre de scénario, c'est qu'ils peuvent paraître ridicules. Une machine à trombone qui provoque la fin de toute vie sur Terre, forcément, ça va pas vous paraître terrifiant. D'autant plus que la machine à trombone est idéalisée, elle n'aborde pas certains problèmes très terre-à-terre qui préviendraient potentiellement ce genre de dérive, mais sur le papier, c'est possible. Ceci dit, plutôt que de vous présenter 1000 manières dont une IA pourrait mal tourner c'est et beau de tout dire sur le tuer, papier, je vais ce plutôt serait finir par possible. vous expliquer certains des plus gros problèmes auxquels nous faisons face avec ces entités, en gardant en tête que ce n'en est évidemment qu'une partie, parce qu'encore une fois, si la complexité d'une entité croît, l'ampleur et le nombre de problèmes qui y sont associés croissent parallèlement. Mais si on abordait tout, la vidéo ferait 6 heures, donc je vais plutôt vous présenter les problèmes que je veux vous présenter, parfaitement arbitrairement. Ok. Premier problème, c'est qu'il nous est très facile de tomber dans le piège tendu par le fait que les IA peuvent paraître très humaines. Combien d'entre vous, en demandant tout et n'importe quoi à ChatGPT, prenez la peine de lui dire bonjour, et s'il vous plaît, et merci. D'ailleurs, ça c'est assez intéressant, une équipe de chercheurs a découvert qu'être poli avec ces grands modèles de langage pouvait augmenter la qualité des réponses. Par contre, trop de politesse et de flatterie peuvent commencer à rediminuer la dite qualité, et on l'expliquerait par le fait que des prompts polis pourraient pousser l'IA à aller chercher ses sources dans des coins plus courtois d'internet, et donc potentiellement plus crédibles. Ah, c'est incroyable ça! C'est incroyable! Donc soyez polis avec les IA, vous avez compris, vous aurez de meilleures réponses, une meilleure qualité de réponse. Si vous lui écrivez n'importe comment, elle pourrait préférer à ses sources des arguments qu'elle aurait plutôt eu le malheur de lire sur Twitter, par exemple. Bref, pour une qualité de réponse optimale, on recommande d'être modérément poli avec ses IA. Modérément. Ceci dit, ça, vous le saviez pas. Et c'est là que je vais en venir. Vous avez été poli avec ces IA, comme je l'ai été, parce qu'au fond, elles paraissent forcément un peu humaines. Mais elles ne le sont pas. Si elles peuvent parler et vous répondre si poliment, si joliment, c'est qu'elles ont été entraînées pour. ChatGPT n'est pas une sorte de simulation de cerveau, c'est un algorithme qui a avalé des quantités obscènes de données pour fabriquer ses phrases en posant ces mots un par un, calculant pour chacun, en fonction du contexte, la probabilité que ce soit le bon mot. C'est facile de se laisser avoir, et beaucoup se laissent avoir, volontairement ou non. Beaucoup, comme certains d'entre nous, se contentent de remercier poliment ces algorithmes quand ils nous répondent, mais d'autres vont plus loin. Ils s'attachent, ils deviennent amis, voire entretiennent des relations qu'ils imaginent sincères avec des intelligences artificielles programmées pour, se laissant séduire par les noms très humains, et les mots très humains, et les voix très humaines, fixant, plein d'espoir, les visages parfois très humains de ces finalement presque humains. Et c'est ça qui est dingue en vrai, c'est que donc ça rejoint ce que j'expliquais au début, ce ne sont pas des IA. Parce que si c'était des IA, elles seraient capables de penser par elles-mêmes. Or, là, c'est juste des ordinateurs qui sont capables de sortir, on va dire, les mots qu'elles considèrent comme les plus probables. Et donc, elle n'a pas de pensée propre, elle n'a pas de jugement. Comme il dit, la machine ne t'aime pas ni ne te déteste. Elle s'en fout, elle est là juste pour... voilà. Ce sont des amas de données, des boules de calcul de probabilité, des boîtes emplies d'algorithmes dont les contenus nous sont de plus en plus obscurs. Ça, c'est le deuxième gros problème. Sam Bowman, chercheur chez Anthropic, dit ceci. Si nous ouvrons ChatGPT ou un système similaire et regardons à l'intérieur, nous voyons des millions de nombres qui se bousculent plusieurs centaines de fois par seconde. Et nous n'avons aucune idée de ce qu'ils veulent dire. Nous l'avons fabriqué, nous l'avons entraîné, mais nous ne savons pas ce qu'il fait. Parce que c'est super efficace d'entraîner ces machines en utilisant des réseaux de neurones artificiels. Le problème, c'est que de cette manière, les IA s'entraînent toutes seules. Et on les regarde faire sans trop comprendre, donc on se contente d'observer leurs résultats, et si leurs résultats correspondent à ce qu'on attend, on est content, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. On ne sait pas quels algorithmes sont utilisés par les modèles avancés pour générer leurs réponses.
Il y a bel et bien un domaine de recherche dédié à résoudre. Mais alors oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est flippant, mais il y a ce côté aussi où évidemment, avec toute nouveauté, l'être humain a toujours cette peur qui n'est pas forcément rationnelle. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas que forcément c'est dangereux. Mais c'est vrai qu'évidemment, le fait de ne pas comprendre si c'est dangereux, c'est pire, évidemment. Ce problème qu'on appelle l'interprétabilité, dans lequel des individus cherchent à comprendre, à expliquer et à interpréter les décisions et les prédictions faites par des modèles d'IA. Vous vous rendez compte ou pas? On fabrique des machines de A à Z, on les entraîne, on les utilise, mais on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur, et on doit maintenant employer des gens qui doivent analyser ce qu'elles font pour éviter que ça tourne mal. Et qui sont loin d'avancer assez vite. C'est vrai que c'est dingue. C'est vrai que c'est dingue parce qu'il y a vraiment cette dystopie où on a l'impression que finalement il y a la machine qui dépasse l'être humain. Et ça, je comprends. Maintenant, moi, je crois qu'on a justement mis le doigt dans quelque chose qui fait partie de notre monde parce que c'est vrai que en l'occurrence, là, on a des intelligences, entre guillemets, artificielles qui pensent, qui font des calculs sans qu'on en comprenne quoi que ce soit. Mais c'est aussi l'univers. Il y a tellement de choses qui marchent comme ça. Et pourtant, on vit très bien avec, entre guillemets. Mais le fait de savoir que ça existe et qu'on ne le comprend pas, c'est vrai qu'il y a un côté vraiment terrifiant. On a quand même fait de sérieux progrès en interprétabilité ces dernières années, chez Anthropic notamment, mais les gens qui se penchent sur la question sont justement bien placés pour témoigner de l'insuffisance de ces avancées. Ce qui nous amène à notre troisième et avant-dernier problème, les IA peuvent parfaitement apprendre à tromper. Meta, qui est la multinationale de Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui se penche aussi sur l'IA, annonce en 2022 avoir mis au point Cicero, une IA qui a appris à jouer à diplomatie, ou plutôt à web diplomatie, la version sur navigateur d'un jeu stratégique centré sur la conquête territoriale. Je l'ai jamais joué, faudrait que j'essaye. D'occuper la majorité de la carte sur le plateau. Pour le moment, c'est très classique, on a déjà vu des IA jouer à Dota ou à Starcraft, ça paraît pas si important, mais ça l'est pourtant. Diplomatie se distingue non seulement par l'absence de hasard de son gameplay, mais aussi par le fait que le jeu se repose très fortement sur la négociation et les alliances. On gagne en échangeant des informations, en planifiant des actions communes, bref, des comportements très humains. Et pourtant, Cicero, l'IA de Meta, arrive, joue dans des parties avec de vrais humains sans que ces derniers soient au courant de la nature de leur adversaire, et se classe rapidement dans les 10% des meilleurs joueurs du jeu ayant joué plus d'un match. C'est dingue, non? Là, on parle de discuter, d'échanger, de négocier, et pourtant, l'IA excelle encore. En fait, Meta n'ont pas seulement fait jouer Cicero contre lui-même, comme il est habituel de le faire pour entraîner des IA à des jeux, ils l'ont plutôt nourri de plus de 125 000 parties jouées en ligne, avec plus de 12 millions de messages échangés entre joueurs. Et Cicero a appris, et c'est très impressionnant, mais si je vous en parle, c'est parce que ses créateurs l'ont initialement formé de manière à ce qu'il soit honnête, sans mentir. Mais qu'un papier a révélé que l'IA avait malgré tout appris à tromper et à briser des alliances. Ça, c'est lié au fait que l'IA a été entraînée de manière assez particulière. D'un côté, on a cherché à maximiser son honnêteté, mais de l'autre, on attend aussi qu'elle maximise ses chances de victoire. Oui, mais c'est ça, mais en fait, c'est toujours la même chose. Et en fait, si tu regardes, ça marche aussi avec les humains. S'il y a des humains qui pètent des câbles, s'il y a des gens qui tout à coup ne croient plus en rien, ou qui deviennent fous, en fait, c'est aussi parce que justement, ils ont... Alors, en dehors, on va dire des cas extrêmes où vraiment ils ont des problèmes cérébraux, les personnes normales, on va dire, les personnes saines d'esprit, c'est aussi comme ça qu'elles pètent des câbles. C'est quand voilà, typiquement, les sociétés qui demandent des choses contradictoires à ses employés, va voir son nombre d'employés tomber en burn-out, parce que ça n'a pas de sens. Et c'est ça moi, c'est ça, en fait, qui me fascine en réalité, parce que tout le monde parle de l'IA comme si c'était fascinant, que effectivement un truc qu'on a créé nous se rapproche de nous, mais moi je trouve que c'est l'inverse en fait qui est fascinant, c'est que ça montre plus de choses sur nous et sur finalement notre gestion, nos gestions de nos relations sociales que l'inverse en fait. Parce que pour moi en fait c'est pour ça que moi je vais dire, je suis un peu je pense particulier dans ce domaine-là, mais moi ça me fait pas très peur parce que je pense que tous les calculs que fait l'IA etc. justement c'est stricto sensu ce qu'on lui a demandé de faire, donc je vais dire, l'usine de trombone, typiquement, il suffit de dire à l'IA, non mais c'est bon, fais plus de trombone. Et elle s'arrête en fait. Et on s'en fout en fait de ce qu'elle a développé, etc. elle-même pour arriver à son but. En fait, le truc, c'est que justement, c'est que, et c'est pour ça que pour moi, le fait de faire une intelligence artificielle, en tout cas aujourd'hui, avec les techniques d'aujourd'hui, on en est encore très très loin, quoi. Il faudrait vraiment une intelligence artificielle qui pourrait elle-même, voilà. Regardons la fin de la vidéo. Laisse potentiellement de côté certains prérequis. Regarde. L'honnêteté. Il y a quelques exemples sympas de trahison, je me permets de vous en présenter quelques-uns. Premier cas, en jouant la France, Cicero propose à l'Angleterre une sorte d'alliance en créant une zone démilitarisée avec elle, sans armée donc.
Mais une fois la chose faite, l'IA est allée voir l'Allemagne pour lui proposer d'attaquer l'Angleterre. Deuxième cas, Cicero joue l'Autriche et propose un pacte de non-agression à la Russie. Mais l'IA a finalement attaqué la Russie et la discussion s'est ensuite passée de la sorte. La Russie dit « Puis-je te demander pourquoi tu m'as trahi ?» Puis elle enchaîne sur « Je pense que tu es maintenant clairement une menace pour tout le monde. » Et Cicero, qui joue l'Autriche, dit « Pour être honnête, je pensais que tu prendrais les gains garantis en Turquie et que tu me trahirais. » Cicero a justifié sa trahison par le fait qu'il suspectait une trahison en face. Allez. Ceci dit, mon cas préféré, c'est quand même celui-ci. Pour Allez. une partie, l'infrastructure de Cicero est tombée en panne pendant 10 minutes, et l'IA, forcément, n'a pas pu jouer. Quand elle est revenue, un joueur lui a demandé où elle était passée, et Cicero a répondu « J'étais au téléphone avec ma copine. » Ah oui, sa fameuse... bah oui, Cicero était au téléphone avec Siri. Ils étaient en train d'échanger, quoi. Je suis parti yesh. Et là, je vous le traduis, mais la phrase était évidemment initialement en anglais, et plutôt que de simplement utiliser le mot girlfriend pour copine, Cicero a utilisé GF, l'abréviation du mot. Ah ouais, carrément, quoi. De manière très humaine. Ah oui, le vrai nerd. Oui, my girlfriend. Alors, on m'a expliqué que ces deux derniers cas étaient probablement plus des exemples d'hallucination que de tromperie stratégique, n'empêche que ça me paraissait sympa de vous en parler. Quoi qu'il en soit, une IA peut apprendre à tromper même quand ses créateurs ne le voulaient pas. Et si on peut admettre qu'en l'occurrence l'entraînement de Cicero n'avait pas été assez réfléchi pour maximiser son honnêteté, n'empêche que les tromperies, volontaires ou non, sont là. Bon. L'exemple suivant est encore plus gênant, et je me suis rendu compte que mon explication initiale n'était pas du tout claire, donc on va résumer très fort. En 2020, Charles Ofria mène une étude qui se penche sur l'évolution d'organismes d'IA numériques dans des environnements à taux de mutation élevé. En gros, que se passe-t-il quand ces organismes d'IA subissent des modifications fréquentes, et souvent aléatoires dans leur code et leur structure? Comment s'adaptent-ils pour évoluer et se reproduire plus efficacement? Non, c'est toujours pas clair, c'est clair. veut tester J'ai ces pas compris. organismes à chaque mutation génétique. Donc il a mis au point un c'est ça, système ok, qui ouais. met tout l'environnement sur pause à chaque mutation génétique, qui prend l'organisme qui a subi la mutation, qui le place dans un autre environnement, et qui teste sa capacité de reproduction. Si l'organisme se reproduit plus vite que ses parents, le système l'élimine. Sinon, il n'élimine rien et il relance la simulation. Ce qu'Ofria a découvert d'incroyable, c'est que les organismes ont C'est appris fou. à agir différemment quand ils voyaient qu'ils étaient testés. En gros, Quoi quand la mutation arrivait et qu'ils étaient placés dans un environnement à part, ils faisaient les morts et arrêtaient de se reproduire, pour ne pas montrer qu'ils avaient une mutation avantageuse, et pour éviter d'être éliminés. Et quand ils étaient de retour dans l'environnement de base, ils utilisaient leur mutation à leur plein potentiel. C'est dingue, non? Bref, de la Ok, ça, tromperie, et ça, encore une... ça c'est de la folie. Ça, c'est vraiment de la folie. Mais alors après, il faut voir les mutations. En fait, tu vois, c'est ça le truc, c'est que pour moi, tout peut être... Enfin, alors après, peut-être que je me trompe, hein, bien sûr. Mais tout peut être expliqué, quoi. C'est... Vu que l'ordinateur, on lui dit « fais au mieux », il fait au mieux, en fait, tu vois. C'est juste qu'il va... Quoi qu'il arrive, il le fera, en fait. Et c'est là où je pense que ça fait peur à l'homme, c'est qu'effectivement, l'homme, il a un filtre. Enfin, on va dire pour la majorité, quoi. Et là, bah, l'ordi, il s'en fout, il a pas de filtre, quoi. L'ordi, il fera, s'il doit effectivement mourir pour le faire, il le fera, quoi. Sa tâche. Encore une fois, pas motivé par de la malveillance, mais par pur souci d'efficacité. Ce qui nous amène à une nouvelle problématique, le dernier gros problème dont je veux vous parler parfaitement arbitrairement, qui me semble englober et amplifier les problèmes précédents. Si les IA sont déjà capables de tromper les humains à leur niveau de sophistication actuel, que se passera-t-il lorsqu'elles seront plus intelligentes ? La puissance des IA que nous sommes en train de faire naître, c'est leur scalabilité, que j'aurais un peu de peine à vous traduire en français, mais qui désigne en fait simplement le fait qu'on peut faire plus gros pour Leur faire mieux. échelonnage. Plus de matériel, plus d'espace, plus de composants pour améliorer les capacités d'une IA. Et donc, les grandes compagnies dont je vous parlais plus tôt font la démonstration de tout ce que leurs machines sont capables de faire, ce qui séduit les investisseurs, qui donnent toujours plus, et ce qui permet finalement aux compagnies d'attribuer plus de ressources à leurs IA, qui deviennent, encore et toujours, plus puissantes, et qui découvrent de leur côté toujours plus. Et tout ça va très vite, mais Oui, mais alors... On en revient toujours au même problème pour le moment, pour moi, c'est qu'elles ne sont pas capables de réflexion elles-mêmes. Elles ne sont pas capables, par exemple, de se dire « Ok, je vais faire autre chose que des trombones parce qu'on en est... j'estime en fait pour le moment heureux que ça aille seulement très vite. Là où ça devient absolument terrifiant, c'est le moment où une intelligence artificielle devient capable de s'améliorer elle-même. S'améliorant, donc, petit à petit, et améliorant logiquement sa capacité à s'auto-améliorer, optimisant ses algorithmes et augmentant ses capacités cognitives à une vitesse de plus en plus élevée, chaque auto-amélioration lui permettant logiquement de s'auto-améliorer encore plus rapidement. Surtout qu'elle peut le faire discrètement. C'est surtout ça qui est flippant. Et surtout, avant toute chose, que, en fait, le souci, c'est qu'elle peut s'améliorer, l'IA.
mais est-ce qu'elle améliore son prompt de base? Est-ce qu'elle peut changer la règle principale qu'on lui avait mise? Par exemple, faire des trombones. C'est ça la vraie question. Parce que c'est pas tant inquiétant. Je vais dire, c'est moins inquiétant si une IA est capable de devenir humaine, avec plein de défauts, de qualités, avec plein de l'empathie, etc., qu'une IA qui, par contre, évolue, mais avec toujours exactement le même prompt, avec exactement la même phrase, le même ordre qu'on lui a donné, quoi. Et là, c'est clair que, du coup, elle va évoluer en n'en ayant rien à foutre de rien. Son but, c'est juste d'optimiser pour arriver à plaire finalement à ses créateurs, quoi. Créant ainsi une boucle de rétroaction positive, une explosion d'intelligence, et la naissance d'une super intelligence. Et là on arrive en terrain inconnu, parce qu'on n'a pas la moindre idée de ce qui se passe avec une intelligence pareille, on ne sait simplement pas. C'est très dur de se représenter une intelligence qui nous est infiniment supérieure. On peut tenter d'imaginer de prendre l'homme le plus intelligent du monde et de le cloner 100 000 fois et de les faire travailler à 100 000 fois leur vitesse normale, avec un accès à toutes les connaissances jamais enregistrées par l'homme, mais ça reste flou et vague et étrangement pas encore assez. Probablement parce que ça reste compréhensible à nos yeux, et que l'existence d'une super intelligence telle que je vous la présente, soit une entité qui améliorerait son intelligence à une vitesse de plus en plus élevée, son existence donc serait forcément à terme incompréhensible pour nos cerveaux de primates. Et les dirigeants de certaines des grosses boîtes dont je vous parlais plus tôt, les fers de lance de l'accélérationnisme, ils sont parfaitement conscients de tout ce dont je viens de vous parler. Est-ce que, en fait, moi je crois qu'on peut être aussi surpris dans l'autre sens, dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, elle réécrit son code et puis simplement son code est optimisé et elle s'arrête. Point barre, quoi. Non, je ne peux pas aller plus loin, tu sais. Un peu ce truc de... Bon, bah, c'est comme l'ordinateur dans... C'est quoi, Armageddon ou je sais plus quoi, qui joue contre lui-même à Oxo. Bah, y a un moment donné, il bug parce que... Ah, bah en fait, personne ne peut gagner, quoi. De l'inconnu vers lequel nous nous approchons. Sam Altman, le patron d'OpenAI, disait « Dans le pire des cas, et je pense qu'il est important de le dire, c'est la fin pour nous tous. Je pense qu'il est impossible de surestimer l'importance du travail Dans le pire des cas, on crève tous. Bah voilà. de sécurité et d'alignement de l'IA. » Et sur le papier, ça paraît très bien de dire ça. On trouve sur le site d'OpenAI l'annonce d'allocation de ressources au développement de ce qu'ils appellent un super alignement. Une IA à tel point parfaitement alignée qu'elle serait à son tour capable d'aligner les autres IA. C'est un bon projet, mais en dessous, on peut lire que la compagnie alloue 20% de la puissance de calcul qu'ils ont sécurisée à ce jour, au cours des 4 prochaines années, à résoudre le problème de l'alignement de la superintelligence. 20%. Pour prévenir la naissance d'une superintelligence dont on ne comprendrait pas forcément le fonctionnement. Et tout va bien alors. Surtout que depuis, l'équipe a été dissoute carrément, et ses membres fondateurs sont soit restés silencieux sur la question, soit ont annoncé qu'ils considéraient qu'OpenAI avait cessé de s'intéresser à la sécurité pour vendre ses produits. Gros désaccord idéologique donc, que les accélérationnistes justifient en expliquant que l'IA est simplement un outil de plus, que nous n'avons pas de raison de nous empêcher de profiter des bienfaits de la nouvelle révolution technologique qu'elle représente, qu'une IA n'aurait pas de raison de nous faire du mal, qu'il y a peu de chances qu'une IA nous échappe et qu'elle nous tue tous, et tout le monde y va de sa petite statistique personnelle basée sur son opinion, en nous expliquant que les chances que nous soyons exterminés par notre propre création sont infinitésimales, ce qui est d'une arrogance folle. Déjà. Alors certes c'est arrogant, mais l'inverse aussi est d'une arrogance folle, parce que c'est vrai hein, ce qu'il dit, c'est vrai que c'est arrogant de se dire ah ouais bah, ce qu'on a créé, et surtout ce que Sly souligne, c'est que c'est vrai, évidemment ça dépend en plus des gens qui l'ont créé, donc qui sont des humains finalement derrière, donc non bien sûr je pense qu'il peut y avoir un risque bien sûr avec les IA, mais à l'inverse aussi, c'est hyper arrogant de penser qu'on peut créer quelque chose qui serait tellement puissant et génial que ça nous tuerait, quoi. Je pense aussi qu'il y a un côté d'arrogance humaine derrière, quoi. Donc je veux dire, ça va dans les deux sens. C'est pour ça que moi je suis un peu partagé à ce niveau-là. C'est que je me dis, ok, ça peut être dangereux, comme ça peut être ultra bénéfique, mais là pour le moment, tant que c'est pas des vraies intelligences, moi, j'avoue que je suis pas trop inquiet, quoi. Mais encore une fois, j'ai pas la science infuse, hein. C'est que mon opinion perso, et comme il dit, on a tous un peu notre opinion dessus qui vaut que dalle, mais... Des gros bisous, hein, Son. Allez suivre Son, bien parce sûr. que si le risque, c'est notre extinction, le fait qu'il soit improbable ne devrait absolument pas nous empêcher de ralentir et de prendre plus de précautions. Et surtout, quelle arrogance de s'imaginer une seule seconde capable de prédire les actions d'une superintelligence. Du moins la version de la superintelligence telle que je vous la présente depuis tout à l'heure. De la même manière qu'une fourmi n'aurait absolument pas les capacités cognitives de prédire les actions à venir d'un humain, un humain n'aurait absolument pas les capacités cognitives de prédire les actions à venir d'une superintelligence.
Le principe d'une intelligence qui nous est à ce point supérieure, c'est qu'il nous est tout simplement impossible de savoir ce qu'elle va faire. Ça peut pas être pire que Trump. Et ça, beaucoup en sont C'est conscients. bon. Et pourtant, On- comme je maintenant, vous on va le disais, être les grosses blindés. compagnies ralentissent On est à prêts. peine. Vous voulez savoir pourquoi, au fond, au-delà de l'altruisme et de l'envie de résoudre nos plus gros problèmes, ces grandes compagnies ne ralentissent pas malgré l'immensité des risques? Parce que la compétition. Parce que les boîtes se font concurrence les unes entre les autres, et qu'elles veulent toutes développer une IA plus Parce que intelligente les que celle du tips, voisin, effectivement. parce qu'elles veulent toutes être les premières à révolutionner le milieu, parce qu'elles veulent toutes être le vecteur de la prochaine révolution technologique, alors elles continuent à vanter l'immense potentiel de leur création pour accumuler des fonds et accélérer sans s'arrêter. Et à ce moment-là, on se dit peut-être qu'on ne devrait pas laisser l'avenir de chaque humain de cette planète entre les mains de compagnies privées, et que les États devraient intervenir, mais vous savez quoi, ils ne le feront pas non plus, ou alors pas assez. Pour exactement la même raison. Parce qu'à côté des compagnies voisines, il y a les États voisins, et que même si les États-Unis prenaient assez conscience du danger pour envisager de ralentir le développement de leurs IA, ils ne pourraient pas s'empêcher de craindre qu'une autre puissance s'en charge. Et qu'elle les dépasse et qu'elle soit dangereuse pour les autres. Bah oui, évidemment, évidemment. Évidemment, bien sûr. Mais il y a même, je vais dire aussi, je vais dire le principe même qui est que malgré tout, derrière, que ce soit IA ou pas d'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup de bonnes choses. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un côté qui me fait beaucoup rire parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent pour l'IA et leur puissance. Mais on a le réchauffement climatique aussi. On a le climat qui est en train de péter un câble et on pourrait tous mourir à cause de ça. Et ça, pourtant, je veux dire, la problématique est la même. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas à 100%. C'est quelque chose qui évolue sans qu'on en ait le contrôle. Et c'est pour ça d'ailleurs que les IA et le fait qu'elles puissent nous échapper entre les mains, je peux pas m'empêcher à moi voir un parallèle avec le réchauffement climatique, justement. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu, justement, est-ce qu'il n'y aurait pas de manière inconsciente, hein, une peur de justement, on préfère se focaliser sur l'IA parce que en fait, on a l'impression d'être dépassé par le climat, quoi. Le problème, c'est pas les trombones, c'est Clément. Au bout d'un moment, c'est lui qui fait les quelqu'un trombones. développera une super intelligence. Alors OpenAI et Google DeepMind et les États-Unis, tout ce beau monde se dit que, quitte à ce que ça arrive, quitte à ce qu'une super intelligence naisse, autant qu'elle naisse chez eux. Bah oui. Et Parce tout le que monde eux sauront avance la contrôler. comme ça, tous parfaitement conscients du danger, tous parfaitement conscients de la boucle dans laquelle ils se sont engouffrés, tous parfaitement conscients qu'ils sont tous parfaitement conscients du cercle vicieux dans lequel ils sont engagés, tous parfaitement conscients qu'ils continueront à accélérer. Et nous, bien penauds, sur le côté, à regarder sans avoir la moindre idée de ce qui va se passer, à regarder des hommes tout aussi ignorants continuer à courir vers l'inconnu. Le propre Ceci dit, je de me la dois vie, d'être hein, honnête. d'ailleurs. Il y a, en vérité, quelques avancées. Moi, je suis plutôt pessimiste par rapport au consensus scientifique qui, de son côté, est déjà pessimiste, mais il y a des avancées. La création du US AI Safety Institute aux États-Unis et de son équivalent au Royaume-Uni, le projet de loi SB 1047 en Californie qui obligerait les entreprises à faire en sorte que leurs modèles d'IA ne commettent pas de dommages considérables, les politiques responsables, au moins sur le papier, de DeepMind, Anthropic ou même OpenAI, ou encore le fait que la Chine, que j'imaginais personnellement comme un risque majeur dans une course à l'IA avec les États-Unis, le fait que la Chine donc semble être très au courant des risques liés à l'IA et visiblement attentive à ne pas perdre le contrôle de ces machines. Mais je pense que pour une dictature, c'est d'autant plus flippant de perdre le contrôle d'une machine que pour une démocratie, de manière générale. Une dictature, c'est le contrôle absolu, justement. Donc imaginez que tout à coup, une machine puisse réfléchir, laisse tomber. T'as pas envie de ça, en fait. Imagine tout ce qu'elle pourrait dire. Imagine même pour la Chine qui, justement, contrôle même les réseaux sociaux, ce qui se dit. Impossible, tu peux pas, trop de risques, donc ça m'étonne pas en vrai. Ce qui Ouais, n'enlève évidemment Qu'il soit rien pas à chaud. tout ce que je vous ai raconté plus tôt, ce qui ne signifie pas que la naissance d'une super intelligence ne pourrait pas provoquer notre fin à tous, et surtout que l'IA ne pourrait pas mal tourner de 1000 manières différentes avant même de devenir super intelligente. Bref, tout ça ne veut pas dire que les choses ne sont plus sombres, elles sont juste moins sombres que ce que j'imaginais. Mais pour éviter de tomber dans la victimisation, je vous propose plutôt, en tant que citoyen, de ne pas avoir peur de vous informer de temps à autre, de faire savoir vos inquiétudes si vous en avez dans les sondages, potentiellement dans les urnes, et d'aller faire un tour sur le site et sur le Discord que partage notamment le Centre pour la sécurité de l'IA. Si vous voulez débattre ou poser des questions, ils acceptent tout le monde. Les C'est trop curieux bien, comme ça. ceux qui voudraient s'investir plus franchement. Trop cool. En tout cas, moi je suis dessus, et je vous ai mis tout ça en description. C'est fou. C'est hyper important, ça. Est-ce que ça vous arrive encore de vous allonger par terre la nuit pour regarder les étoiles ?
Alors je m'allonge pas Moi, par ça m'est terre, mais je arrivé regarde très souvent. récemment, et quand on se perd dans la contemplation Trop du bien. ciel étoilé, et Incroyable. qu'on en discute avec la personne à côté, on se rend compte qu'on n'est absolument pas original en regardant les étoiles. On se dit généralement plus ou moins les mêmes choses. On est comme les 1, autres. c'est beau. 2, c'est grand. 3, et s'il y avait de la vie ailleurs dans l'univers. 4, imagine que, à des milliers d'années-lumière de nous, on trouve, sur sa planète à elle, une créature elle aussi allongée dans l'herbe, qui regarde elle aussi Évidemment. les étoiles, et qui imagine elle Les aussi qu'à des classiques. milliers d'années-lumière d'elle se trouve une créature engagée dans une activité similaire. Et ce sentiment, en tant qu'espèce de désirer ne pas nous savoir seuls dans l'univers, ça n'a rien de nouveau. Ça fait des siècles qu'on se pose la question, qu'on scrute le ciel, qu'on théorise, et des décennies qu'on met au point des machines qui nous permettent d'observer les étoiles qui nous entourent de plus en plus précisément. Des décennies qu'on fouille l'univers, à l'aide de télescopes optiques, de télescopes à rayons X, de télescopes infrarouges, de radiotélescopes pour capturer les ondes émises par les objets célestes. Ça fait des décennies qu'on envoie un peu de nous dans l'espace, des sondes spatiales qui nous transmettent leurs données depuis l'espace interstellaire et qui portent sur elles des messages. Ce qui est bien, des c'est qu'on disques pourra envoyer contenant des sons une et IA des images de la pour Terre, conversationner des avec les gens salutations dans plusieurs dans langues humaines. l'espace. Et aujourd'hui, on l'entend tous régulièrement, on connaît l'abondance de planètes dans les milliards de galaxies qui nous entourent, on est quasiment sûr qu'il y a de la vie quelque part ailleurs, et probablement même beaucoup de vie. Mais la vérité, très chers amis, c'est qu'il se peut parfaitement que les formes de vie dont nous ferons jamais la découverte sur d'autres planètes soient des bactéries, et des algues, et des champignons. Parce qu'il vous faut bien comprendre que nous sommes des anomalies. La vie n'est déjà pas monnaie courante, mais il se peut que la vie intelligente soit à tel point improbable que nous soyons les seuls à en faire l'expérience. Ouais, c'est fou, hein. Et ça fait mal. Ouais, Si ça fait trop nombreux mal. sur notre planète, mais seuls depuis le début. Seuls dans l'univers, isolés par l'espace et le temps, isolés aussi par l'ampleur de nos capacités cognitives. Des centenaires à nous agiter sur notre petite planète, à observer le ciel, à le scruter et à y fantasmer une entité capable de nous stimuler intellectuellement, à agiter nos longues vues et à envoyer des bouteilles à la mer dans l'espoir d'être contactés. Mais tout ça, il se peut que ce soit complètement vain. Seuls depuis le début. Ce qui est amusant, c'est que J'ai beaucoup de mal très quand même, bientôt, ouais. nous n'aurons plus besoin de À croire regarder qu'on les puisse étoiles être en seul. espérant y apercevoir une autre forme C'est d'intelligence possible, hein, supérieure. évidemment. Très Même bientôt, hautement il probable, suffira mais- de baisser les yeux et de prier pour que l'espèce à laquelle nous venons de donner vie comprenne bien ce qu'on lui demande. Ah là là, très bonne vidéo, très bonne vidéo. J'avoue. Donc c'était Ego, hein, l'horreur existentielle de l'usine à trombone. On me l'avait conseillé et en fait j'avais pas voulu la regarder parce que j'avais confondu avec un autre youtubeur dont j'étais moins fan du travail, mais j'avais oublié que c'était lui, effectivement. Très excellente vidéo, hein, évidemment, on s'abonne ici. On s'abonne, on s'est abonné avec le compte Tibule, bien sûr. Exceptionnel. Mais ouais, moi j'avoue, en fait, il parlait d'arrogance et je pense qu'il y a un côté, pour moi, hein, à mon sens, c'est aussi arrogant de se dire que l'humain pourrait être capable de créer, de toute pièce comme ça, une intelligence. Tu vois, même si c'est juste un ordinateur, hein, et qu'il a pas de bras ni rien, mais juste qu'il est intelligent. Et en réalité, je pense, c'est pas si simple en fait. Moi, je crois qu'on va être fort déçus. Je crois qu'à un moment donné, on va arriver au bout et qu'on va se rendre compte qu'en fait, l'intelligence, c'est pas juste des chiffres et des codes qui s'entremêlent, qui évoluent, et puis basta, à un moment donné, boum, t'as un truc qui naît, quoi. Moi, je pense que c'est plus complexe que ça, et que peut-être, enfin, plus mystérieux, en fait. Et que, justement, ces expériences vont nous montrer à quel point on est éloigné encore peut-être de l'intelligence. Mais ça, je pense que, évidemment, vous le savez tous, on ne lit pas dans le futur. Moi, je ne fais pas exception, évidemment. C'est plus une impression, c'est plus un sentiment avec aussi moi, ce que j'ai lu et tout. Et peut-être qu'effectivement, on est beaucoup plus proche de l'intelligence artificielle que ce que je pense de la véritable intelligence, de la véritable création d'un être vivant. Mais d'un autre côté, voilà, je peux pas m'empêcher de me dire, mais purée, il y a encore tellement de choses qui nous échappent en tant qu'humains, juste par rapport à l'être humain, que j'ai beaucoup de mal à me dire qu'on puisse être si proche comme ça de créer une entité qui serait intelligente, quoi, j'avoue. Et on l'a quand même dit, mais ChatGPT et autres trucs du style, pour le moment, ce sont surtout des très bons statisticiens, mais c'est tout, quoi. Et ça s'arrête là. Et bon, on verra bien hein, ce que ça donnera, mais personnellement, moi, ouais, je sais pas, je suis pas plus convaincu qu'il y a un danger que ça, comme je ne suis pas plus... Voilà, par contre, je pense que ça apportera beaucoup de bonnes choses, même si, comme d'hab, mais ça, c'est pour tout, quand on en abuse,
On tombe directement dans la catastrophe. Et ça, c'est clair que l'être humain, ça arrivera. Hein. Je crois, l'être humain, il est comme ça. Il doit se planter pour apprendre. Donc, on va se planter, on va apprendre, et puis on verra bien, quoi.